Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine. Smart Patrimoine, l'émission qui vous accompagne dans la compréhension et le décryptage des enjeux et des tendances du secteur de la gestion de patrimoine. Une émission que vous pouvez retrouver tous les jours sur Smart for Change, sur les réseaux sociaux de Smart for Change. Et bien sûr, vous pouvez nous écouter en podcast sur toutes les plateformes de podcast. Au sommaire de cette édition, nous commencerons tout d'abord avec patrimoine thématique où nous tenterons de comprendre quels sont les grands enjeux à venir en matière d'ISR et d'ESG en 2026. Pour en parler, nous aurons le plaisir de recevoir dans un instant sur le plateau de Smart Patrimoine Marie Laseigneur, directrice investissement responsable chez Crédit Mutuel Asset Management. Nous enchaînerons ensuite avec Enjeu Patrimoine, un enjeu patrimoine consacré aux investissements en private equity ou plus globalement en non-coté. Comment faire du private equity sérieux lorsque l'on n'est pas expert et que l'on doit accompagner ses clients en tant que CGP? Voici la question que nous poserons à Estelle Dola, CEO et cofondatrice de Private Corner, mais aussi à Guillaume Serrault, président de Alikis Conseil. Et puis enfin, dans la troisième partie de l'émission, dans l'œil de l'expert, nous retrouverons Séverine Flotte de Pouzeul, présidente de la financière de l'Aubrac, avec qui nous ferons un focus sur les investissements alternatifs. On se retrouve tout de suite sur le plateau de Smart Patrimoine. Quels enjeux en matière d'ISR en 2026? Voilà le sujet qui va nous animer à présent. Et pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Marie Laseigneur. Bonjour Marie Laseigneur. Bonjour Nicolas. Merci d'être avec nous. Vous êtes directrice investissement responsable au sein du Crédit Mutuel Asset Management. La COP 30 s'est terminée il y a quelques semaines à présent. Quelle projection on peut faire en 2026 sur les enjeux ESG à la sortie justement des conclusions de la COP 30, Marie Laseigneur? Je pense qu'il faut peut-être commencer par lire la COP dans le contexte dans lequel elle s'est tenue. Parce que si on regarde juste les headlines, on peut se dire qu'on peut être déçu. Mais 2025 était marquée par des tensions géopolitiques accrues. Une expérience de risque, d'événements physiques, climatiques extrêmes et l'essor de l'IA qui questionne nos besoins énergétiques. Donc dans ce contexte-là, je dirais que moi, je me joins à ceux qui voient cette COP comme étant pragmatique plutôt que salvatrice. Et si on la lit en fonction de ces éléments de contexte, on voit que dans un environnement avec des divisions profondes, un accord semblait improbable. Et pourtant, on a réussi à trouver un accord commun via le multi-RAO, qui permet aussi de toucher des sujets qui n'ont pas été traités avant, qui sont interconnectés avec le changement climatique, comme la transition juste, la protection des océans, protection des forêts ou des systèmes agricoles. Le deuxième élément, c'est que 2025 a commencé avec les incendies en Californie. Très récemment, on a eu un ouragan en Jamaïque. Entre-temps, des inondations au Pakistan, canicule en Europe. 134 milliards de dollars de dommages ont été causés par ces manifestations physiques. À la COP, on a mentionné, et là je cite, que l'adaptation n'est plus un simple objectif abstrait, c'est un impératif humain. D'accord. C'est suite à ça que l'engagement pour tripler le financement pour l'adaptation est sorti à 120 milliards de dollars par an d'ici 2035 et qu'on a établi une liste d'indicateurs concrets que les États vont pouvoir utiliser pour piloter et mesurer leurs efforts d'investissement dans l'adaptation. Et finalement, le troisième élément de contexte qui est important pour la grille de lecture de 2026, c'est l'essor de l'IA. Puisque l'essor de l'IA, dans un contexte de dépendance énergétique aux énergies fossiles, questionne en profondeur notre capacité à fournir de l'énergie. Et potentiellement prolonger cet état de dépendance. Et c'est là où la COP n'a pas su aboutir à une sortie des fossiles dans son accord final. Ça veut dire que si on se projette un petit peu sur 2026, les défis liés à l'essor de l'IA vont rester au cœur de l'actualité et donc des problématiques d'investissement ? Définitivement, et certainement plus loin que 2026. Je pense que ça fait partie de ces tendances de la décennie. L'intelligence artificielle générative, vous savez, c'est une puissance, vous le savez bien, c'est une puissance de calcul très énergivore. Un data center à très très grande échelle de 100 MW, c'est l'équivalent en consommation électrique de 100 000 foyers par an. Bien sûr. Donc dans ce contexte-là, l'Agence internationale de l'énergie s'attend à ce que les besoins électriques des data centers doublent à 2030 pour atteindre 1000 TWh. 1000 TWh, ça parle pas forcément. Non, mais c'est beaucoup. C'est l'équivalent de la consommation électrique annuelle du Japon. D'accord. Et c'est ce qu'il nous faut déployer dans les 5 prochaines années. Donc c'est un enjeu aussi en matière d'énergie renouvelable, énergie propre pour le coup. Exactement, et c'est d'ailleurs devant ce risque de pénurie électrique que l'Agence internationale de l'énergie voit en scénario central un déploiement massif
des renouvelables puisqu'ils sont compétitifs et surtout, ils ont une rapidité de déploiement. Et en face de ça, on voit ces investissements, 300 milliards de dollars en 2025 vers l'IA de la tech américaine. Ça représente 20% de plus que l'investissement qui a été fait dans le secteur énergétique aux États-Unis cette année. D'accord. Donc ça veut dire qu'il y a un retard à rattraper aussi sur les sujets énergétiques ? Alors, un retard, de toute façon, En tout cas, une opportunité, un enjeu, quoi. Oui, clairement, mais c'est pas que investir dans la capacité électrique, Oui. c'est aussi les réseaux de transmission, donc le transport de l'énergie, tout en gérant les enjeux associés à l'énergie renouvelable, donc les sujets d'intermittence et les capacités de stockage, et bien sûr tous les enjeux sociaux et environnementaux qui sont liés avec cette croissance-là. Si on fait le lien avec les entreprises, donc là on a parlé de la compétitivité des renouvelables, mais si on parle des impacts financiers pour les entreprises qui intègrent justement des énergies renouvelables dans leur mix énergétique, est-ce qu'on voit aujourd'hui des impacts concrets en 2025 ou est-ce qu'on les verra en 2026 ? Je pense alors les illustrations sont différentes en fonction des marchés non cotés et des marchés cotés. Mais sur les marchés non cotés, il y a une étude récente qui, pour moi, illustre parfaitement cette équation positive de la décarbonation. C'est une étude publiée par le BCG sur 9000 entreprises détenues dans 300 fonds de private equity dans le monde, qui ont mis en place les leviers de décarbonation, donc vraiment capacité verte, qui ont réussi à générer 7% de croissance d'EBITDA en Europe, 4% aux US, en moyenne sur une période de détention dans le fonds de 4 ans. Tout ça en décarbonant, donc en faisant baisser les scopes 1 et 2 des émissions carbone 5 fois plus vite que leurs équivalents cotés. Et pourquoi ? Parce qu'on a le capital privé qui permet, face à une période de détention relativement longue par rapport au marché coté, de pouvoir choisir les investissements qui vont permettre le plus vite d'extraire de la valeur économique. Et la décarbonation en fait partie. Donc, si je comprends bien, c'est rentable et ça peut être source de performance financière d'intégrer les énergies renouvelables dans un mix énergétique au sein d'une entreprise. Tout à fait. Tout à fait. Et c'est d'ailleurs une tendance qu'on voit s'exprimer aussi sur les marchés cotés. Là, il faut plutôt regarder les thématiques, parce que les marchés cotés, c'est un peu plus dilué pour l'illustrer. Et puis en plus, pour le coup, il y a l'influence de la macroéconomie. Mais là, on voit un retour de la performance des fonds thématiques en 2025. Et pour moi, c'est aussi porteur, vu que les enjeux de durabilité sont connectés avec beaucoup de ces thématiques. On voit par exemple, si on prend les indices thématiques de Bloomberg, au 5 décembre, vendredi dernier, on voit que l'indice sur l'extraction et le raffinage des métaux rares et critiques absolument nécessaires à la transition est en hausse de 69% depuis le début de l'année. Ça dépasse le nucléaire, qui dépasse encore la défense et l'IA. Pour vous donner un ordre d'idée, le S&P 500, vous le savez, est en hausse de 17% depuis le début de l'année en dollars. Et un autre moyen de le regarder, c'est de suivre le S&P Clean Energy Transition, cet indice-là, qui lui est en hausse de 46% depuis le début de l'année. Donc ça va permettre aussi de soutenir la thèse de l'électrification-décarbonation. Un autre moyen de le regarder, c'est la thématique des flux, et les flux dans les ETF thématiques. Et là, on voit qu'après 3 premiers trimestres qui étaient fortement engagés vers la défense et l'IA, il y a une tendance de ralentissement sur la défense au profit des thématiques connexes à l'IA, décarbonation, nucléaire, stockage, batterie, etc. Et ça devrait se poursuivre en 2026. C'est une tendance de long terme, donc potentiellement, donc ça devrait continuer en 2026. Ça fait partie des tendances de long terme qui, pour moi, sont structurantes en 2026 et même après. Un investisseur européen aujourd'hui, je pense qu'il ne peut pas passer à côté du fait que l'évolution du marché va se faire dans le triptyque de préserver notre souveraineté, de décarbonation, d'électricité décarbonée, on est en Europe, et de regagner une compétitivité industrielle. Et c'est finalement dans cette projection-là, je pense qu'il faudrait se placer, notamment à l'étude des cas d'investissement. Il y a des sociétés aujourd'hui qui proposent des produits, technologies et services qui permettent non seulement d'adresser un pan de ces enjeux, mais qui permettent d'en adresser plusieurs. Et je pense que c'est vers celle-ci qu'il faut qu'on se projette pour les années à venir. Merci Marie Laseigneur de nous avoir accompagnés sur le plateau Smart Patrimoine. Je rappelle que vous êtes directrice investissement responsable au sein du Crédit Mutuel Asset Management. Merci beaucoup. Avec plaisir. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans Enjeu Patrimoine.
Et nous enchaînons à présent avec Enjeu Patrimoine, un enjeu patrimoine consacré au private equity. Comment faire du private equity sérieux lorsque l'on est conseiller en gestion de patrimoine et que l'on veut accompagner ses clients, mais qu'on n'est pas forcément expert de la thématique. Pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Estelle Delat. Tout d'abord, bonjour Estelle Delat. Bonjour Nicolas. Merci d'être avec nous. Vous êtes présidente de Private Corner. Nous avons le plaisir d'accueillir également Guillaume Serrault. Bonjour Guillaume Serrault. Bonjour Nicolas. Et vous êtes président de Alikis Conseil. On va peut-être commencer avec vous, Guillaume Serrault, sur une petite prise de recul un petit peu du métier de conseiller en gestion de patrimoine. On voit quand même les demandes et les volontés d'investissement en private equity ou même de manière plus large en non coté progresser largement en lien avec la volonté d'investir dans l'économie dite réelle ou en tout cas directement dans les entreprises, en lien potentiellement avec les performances que peuvent offrir aussi le private equity. Pourtant, le conseiller en gestion de patrimoine n'est pas forcément un expert de l'investissement dans le non coté. Comment est-ce qu'on fait? Quelle méthodologie on met en place pour s'assurer qu'on fait les choses sérieusement? La première chose, effectivement, en tout cas de mon point de vue, un conseiller en gestion de patrimoine, c'est un allocataire patrimonial au sens large et j'ai envie de dire un généraliste. Donc effectivement, il va adresser auprès de ses clients une offre cotée, une offre non cotée, une offre immobilière. Ce qui est important de voir, et c'est avec une certaine prise de recul, quand on regarde effectivement un portefeuille qui va être efficient, et notamment la nécessité d'avoir une allocation stratégique, on va déterminer quelle poche nous allons consacrer à chaque classe d'actifs, que ce soit les poches cotées, les poches non cotées et la partie immobilière. Et ce qu'on se rend compte, c'est qu'historiquement, la performance d'un portefeuille dépend à près de 80% de l'allocation stratégique. D'accord. Donc ça va dépendre effectivement de la répartition sur cette classe d'actifs. Elle va dépendre effectivement de la typologie du client, de son profil d'investisseur, de ses objectifs. Mais j'ai envie de dire, quel que soit le profil d'investisseur, intégrer une poche de non-coté est, à mon sens, une évidence pour aller chercher, en tout cas, de la performance. Et alors, quand on rentre sur cette poche-là, comment est-ce qu'on s'assure de faire les choses sérieusement, sachant que tout investissement a, en face d'un rendement, un risque et qu'il faut le faire avec un maximum j'ai envie de dire, de signal au vert pour ses clients? Effectivement, ça dépend déjà comment la structure, la société de gestion de patrimoine est structurée. Alors nous, chez Alikis Conseil, on a la chance d'être adossé auprès de Cyrus Erez, qui a... Depuis très récemment, si je dis pas de Depuis très bêtises. récemment, depuis septembre dernier, qui a une équipe en interne pour aller sélectionner les meilleures opportunités de marché, et qui a une manufacture avec Flandrin, qui permet d'avoir accès aux fonds les plus importants du marché, qui sont de qualité institutionnelle, par des feeders, par des fonds, par des club deals ou par des fonds de co-investissement. Donc soit on est structuré en interne, soit ça nécessite d'être accompagné non pas par une structure qui n'est que promoteur de tel ou tel produit, mais par une structure qui va accompagner le CGP à choisir les bons fonds et aussi à choisir la bonne typologie de fonds. Est-ce qu'on va sur du private equity? Est-ce qu'on va sur de la dette privée? Et au sein de la dette privée ou du private equity, il y a différentes... Qu'est-ce qu'on choisit? Qu'est-ce qu'on choisit à l'intérieur et même au niveau de l'investissement d'infrastructures. Ça s'est beaucoup développé depuis les dernières années. Je pense qu'un CGP ne peut le faire sans être accompagné, soit par une équipe en interne, soit par des équipes en externe. Estelle Delat, un CGP ne peut le faire sans être accompagné. Pour autant, une fois qu'on accompagne le CGP, il y a sûrement les appétences du client, potentiellement les appétences du CGP, et puis il y a l'idée quand même d'accompagner derrière. Comment est-ce qu'on fait pour accompagner le CGP? Alors pour poursuivre le propos de Guillaume, je dirais qu'un client aussi ne peut le faire sans être accompagné par un CGP. D'accord. Et ça, c'est vraiment quelque chose important à avoir en tête. Et ensuite, pour également paraphraser ce que vient de dire Guillaume, le CGP qui n'aurait pas sa manufacture en interne et qui donc devrait prendre appui sur quelqu'un comme Private Corner, par exemple, une plateforme qui fait le lien entre des conseillers et des investisseurs, doit s'assurer effectivement d'avoir accès aux bons fonds, aux bons outils, à une équipe qui est à sa disposition pour lui construire justement une offre la plus diversifiée qui soit, pour s'adapter justement aux besoins de ses clients à un instant T, mais aussi à un instant T+1, T+2, T+3. Parce que c'est de l'investissement long terme en plus. Voilà, c'est un investissement qui se fait dans du temps long et où on a une logique de stock et de flux. Et ça, c'est vraiment important d'avoir ce sujet en tête. C'est quoi les bons fonds ou les bons outils pour un CGP? C'est un mix entre un appétit au risque du client, un horizon d'investissement, une recherche d'aller, parce qu'il y a aussi une dimension plaisir évidemment dans ces investissements de nos côtés, au-delà de l'approche diversification et recherche d'alpha sur cette classe d'actifs qui est
assez bien décorrélé des marchés cotés sans être déconnecté de la macro, évidemment. Donc, nous, convaincus qu'il n'y a pas une solution unique, c'est vraiment la raison pour laquelle nous avons une approche en architecture ouverte et dans une logique de gamme et de briques. D'accord. C'est-à-dire qu'un fonds vient exposer à une stratégie donnée sur un secteur, une géographie, un niveau de diversification qui va permettre justement, qui va demander évidemment un effort certain, et aussi, avant d'aller faire du conseil, d'avoir eu cette capacité à s'approprier une classe d'actifs en général et une gamme en particulier pour pouvoir vraiment avoir le bon conseil en fonction du client auquel on aura affaire. Quand on parle de gamme, on parle de tickets d'entrée ou de montants investis par le client final, à la fois de typologie de fonds et de stratégie sous-jacente. D'accord. Puisqu'on peut être soit sur du private equity, soit sur de l'infrastructure, soit sur de la dette privée. Et dans le private equity, vous avez également des sous-segments, growth, buyout, co-invest, secondaire, et des niveaux de diversification et donc de risque-rendement associés qui vont différer selon le profil du client. Donc en fonction de l'épargne, qui n'est pas de l'épargne de précaution que souhaite allouer le CGP et son client à la classe d'actifs, vous allez pouvoir avoir un niveau de diversification et de finesse dans l'allocation qui va être différent. Guillaume Serrault, c'est intéressant parce qu'en fait, dès qu'on creuse un petit peu les possibilités d'investissement en private equity, on se rend compte que c'est quand même une grande famille d'investissements. Est-ce que les CGP connaissent vraiment de tout ce qui est growth, buyout ou autre, et est-ce qu'il y a nécessité ou de pédagogie ou en tout cas d'apprendre ces sujets-là? Totalement, ça nécessite de la pédagogie, de se former, parce que déjà, il faut avoir une approche extrêmement pédagogique auprès des clients pour leur faire comprendre effectivement les avantages et les inconvénients du non-coté. On sait que quand on va sur le non-coté, que ce soit sur du private equity, de la dette privée ou de l'infrastructure, deux choses qui sont importantes, on va quand même, cette poche qui est consacrée sur du long terme, avec un niveau de risque qui est plus conséquent effectivement que d'autres classes d'actifs, et on va chercher du rendement, de la performance. Quand on regarde sur les 15 dernières années, le TRI du private equity français, c'est 12,9%. Quand on regarde sur les investissements en infrastructure, c'est un peu plus de 13%. Donc on va chercher effectivement du rendement. Il faut avoir conscience qu'il y a ce niveau de risque associé. Il y a aussi la contrainte de liquidité qui n'est pas la même que sur d'autres classes d'actifs, notamment les produits cotés. Même question pour tous les deux. On commence avec vous, Guillaume Serrault. Quand on veut faire du private equity sérieux, est-ce que ça veut dire qu'on va vers les historiques qui s'ouvrent progressivement aux particuliers, ou est-ce qu'on accepte aussi d'aller vers des nouveaux acteurs du private equity ? Je pense que déjà, il faut définir le cahier des charges du client. Je pense que c'est ça qui est important. Un client qui va commencer à rentrer sur le private equity, peut-être qu'on va plus aller sur des fonds historiques. Aujourd'hui, on a la possibilité d'avoir des feeders, c'est-à-dire des fonds nourriciers de fonds maîtres, qui étaient autrefois réservés aux institutionnels, qui est maintenant plus ouvert aux investisseurs privés. Donc effectivement, je pense que c'est un premier pas dans le private equity, et aujourd'hui on peut le faire sous différentes formes, en nominatif ou même dans les véhicules assurantiels, puisque ça s'est développé grâce aux unités de compte dans les véhicules contrats d'assurance vie ou contrats de capitalisation, où on peut avoir une poche qui va être de 5, 10, 20%, ça va dépendre effectivement de l'investisseur, que l'on va pouvoir diversifier. Donc je pense que c'est une des premières façons d'entrer dans le private equity. Estelle, de la même question, est-ce qu'on fait une différence entre nouveaux entrants et acteurs historiques quand on veut faire ça de manière sérieuse justement et qu'on engage sa crédibilité vis-à-vis de ses clients ? Totalement. De toute façon, on ne peut pas prétendre démocratiser sans avoir au préalable éduqué, expliqué pour justement appréhender tous les enjeux de fonctionnement de cette classe d'actifs qui sont très spécifiques justement à la classe d'actifs. Les notions d'appel de fonds, de cash flow, de risque, de stratégie. Donc naturellement, pour éviter les biais cognitifs quant au risque associé, on va d'abord s'appuyer sur des acteurs historiques du secteur. D'accord, on commence par ça. Qui ont déjà, on va dire, une marque établie et qui, dans l'inconscient collectif, donnent ce sentiment de mieux maîtriser son risque, parce que aussi, ce sont des gérants qui ont démontré cette capacité à travers les cycles, haussiers, baissiers, à avoir des niveaux de performance qui venaient justement surperformer ces cycles et donc maîtriser le risque associé. Mais ça, on le voit bien aussi dans l'évolution de la manière dont on a fait évoluer la gamme chez nous. Évidemment, au début, on était plus sur des choses très standards
Et petit à petit, justement, l'éducation et l'acculturation de tout un écosystème devenant de plus en plus mature, même si le chemin est encore long. Bien sûr. On sort un peu plus des sentiers battus petit à petit et on emmène ceux qui étaient déjà là il y a 5 ans sur des choses un peu plus thématiques, un peu plus spécifiques, des marques un peu moins connues, mais qui contribuent justement à cette appropriation petit à petit de la classe d'actifs et à la construction de ce portefeuille dans le temps, puisque justement, comme je disais tout à l'heure, il y a une logique de stock à un instant T, mais il y a aussi et surtout tous les flux liés au portefeuille, mais liés aussi à l'épargne additionnelle, Bien sûr, qui peut être allouée sur la classe d'actifs, qui permet de construire ce portefeuille dans le temps avec son client, ses clients, et affiner petit à petit. Donc on commence par cette approche. les historiques, si je comprends bien. Et les historiques aujourd'hui sont tous accessibles au grand public, ou en tout cas aux clients des CGP. Est-ce que ça veut dire qu'on fait du sur-mesure en fonction de chaque client, ou ensuite le CGP propose une stratégie commune avec les 10 clients potentiellement intéressés par du private equity? Il n'y a clairement plus un enjeu d'accès, D'accord. comme c'était le cas il y a 5 ans. Donc on est dans une commoditisation de la classe active. Donc justement, il ne faut pas se laisser emporter par cette vague. Il faut garder la hauteur de vue et l'approche justement artisanale, je dirais, bien sûr, de médecins de famille du patrimoine pour justement se différencier dans un marché très concurrentiel, aussi bien au niveau des conseils que des plateformes et des offres, pour continuer à maîtriser le risque associé au portefeuille non coté des clients, tout en allant justement délivrer les promesses associées à la classe d'actifs en termes de rentabilité. Guillaume Serrault, dernière question, plus stratégie gestion de patrimoine. Quand effectivement on a un client ou une cliente qui veut faire du non-coté, que ce soit private equity ou dette privée, est-ce que c'est un investissement long terme, mais est-ce que c'est un investissement qu'on fait tous les ans, par exemple? Est-ce que tous les ans, on réinvestit un petit peu en non-coté ou en private equity, ou est-ce que c'est un investissement qu'on fait en une seule fois par rapport à une conviction de marché et on laisse courir pendant une quinzaine d'années? Ça va dépendre déjà des stocks et des flux du client, mais on va dire que quelqu'un qui a la capacité d'investir régulièrement, en tout cas grâce à son épargne financière, je veux dire, évidemment, oui, parce qu'on va aussi diversifier les points d'entrée, on va rentrer sur de nouveaux fonds qui vont être créés. Donc, effectivement, ça permet de lisser aussi son risque, de la même manière qu'on peut le faire sur les marchés cotés. Il y a des opportunités de marché qui naissent chaque année sur les différentes familles, comme on le disait avec Estelle, du non-coté. Et je pense que c'est évidemment une opportunité d'investir en plusieurs fois, sur le long terme, sur ces 3 grandes familles du non-coté. Merci à tous les deux. Merci Guillaume Serrault, président d'Allianz Conseil. Merci Estelle Delat, présidente de Private Corner. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans l'œil de l'expert. Et nous finissons cette émission comme d'habitude avec l'œil de l'expert, où nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Séverine Flotte de Pouzols. Bonjour Séverine Flotte de Pouzols. Bonjour Nicolas. Merci d'être avec nous. Vous êtes la présidente de la financière de l'Aubrac. On va faire un focus aujourd'hui sur les investissements alternatifs. On voit de plus en plus de Français s'intéresser aux placements tangibles. Qu'est-ce qui explique cela selon vous quand on parle d'investissement tangible? On parle donc d'investissements comme la forêt, l'art ou encore les cheptels, Séverine Flotte de Pouzols. Tout à fait. Oui, écoutez, on a une tendance vers les investissements qui ont du sens, qui font sens. C'est vrai que lorsqu'on propose à des clients d'investir dans des actions, des obligations, des fonds euros, d'assurance vie et autres, ça ne fait pas forcément rêver. Et puis en période d'incertitude, c'est vrai qu'on a besoin de se raccrocher à quelque chose. Donc les investissements tangibles, c'est absolument concret. Donc vous citiez la forêt, l'art ou encore les cheptels, les Bien têtes sûr. de vache. Donc ça plaît beaucoup pour différentes raisons. Je ne sais pas si vous voulez que je les exprime tout de suite. Si, Oui. complètement, bien sûr. Oui. Eh bien, Pourquoi ça écoutez, plaît? Pourquoi ça plaît? Avec plaisir. Donc, ce côté tangible et rassurant, probablement. Un aspect aussi de diversification patrimoniale, toujours. Une notion de plaisir. Parce qu'on n'a pas, on l'a pas cité, mais il y a également tout ce qui est groupement foncier viticole, le Bien sûr. champagne, le Bourgogne, des choses comme ça. Donc, c'est un investissement plaisir qui fait sens, qui est décorrélant par rapport au portefeuille classique. Donc, c'est une manière de diversifier son patrimoine en étant un petit peu hors des aléas des marchés financiers. Donc, Bien en sûr, période ouais. d'incertitude, même si on a fait plutôt une bonne année, on est quand même en période d'incertitude géopolitique, politique en France et ailleurs dans le monde. Donc stratégiquement, ça fait sens peut-être d'aller diversifier sur ce type d'actifs aussi? Ça fait sens tout à fait, en ce terme d'être un petit peu plus rassurant sur des choses qui sont plutôt de long terme, parce que ce sont tous des investissements au moins à 5 ans, je dirais. D'accord. Mais on sait qu'on ne va pas avoir un rendement extraordinaire. On est l'ordre de 3-4%. Néanmoins, sur le long terme, on a des perspectives de capitalisation et de revalorisation de ce type de produit
qui est intéressante. Voilà, donc c'est vraiment à titre de diversification. Est-ce qu'on y va pour les mêmes raisons? C'est vrai que quand on regarde les groupements forestiers ou les groupements viticoles, bon, effectivement, c'est assez similaire. L'investissement dans les cheptels ou même dans l'art et dans tout ce que ça implique d'investir dans l'art, est-ce qu'on y va pour les mêmes raisons et avec les mêmes avantages recherchés? Non, c'est autre chose, effectivement. Alors, quand on parle comment dirais-je, de la forêt ou du viticole, on est plutôt dans des sujets donc, de capitalisation, de transmission aussi, parce qu'il y a beaucoup d'avantages successoraux liés à cette typologie de produits. L'art, c'est autre chose. Là, on est plus dans la notion de plaisir. Maintenant, on a des sociétés qui sont très structurées, agréées AMF, bien évidemment, donc tout à fait rassurantes. Et je crois que les clients ont envie de savoir qu'ils investissent comme ça, une quote-part dans un tableau strictement identifié. Évidemment, ils ne vont pas l'accrocher dans leur salon, mais c'est souvent de grands noms. Donc, c'est vraiment cette notion peut-être de plaisir et là de rendement aussi, puisque quand on parle de l'art, on est plutôt sur du court terme. La société de gestion achète un tableau, on participe à plusieurs pour acheter le tableau qui va être vendu et on se partagera la plus-value entre nous avec une fiscalité flat tax, mais il n'y a pas de fiscalité inhérente spécifique par rapport aux droits de succession. Moi, je dirais plus que là, c'est une notion de rendement et de plaisir. Est-ce qu'il y a des points de vigilance en matière de risque potentiellement, la nécessité peut-être de connaître quand même ce dans quoi on investit, même s'il y a un côté plaisir? Oui, je pense qu'il faut être très, très rigoureux, mais là, ça en va de notre responsabilité de bien sélectionner les acteurs qui nous proposent ce type de produits qui doivent être en marge de toute façon de son patrimoine. D'accord, donc faire appel à des partenaires, pas le faire en direct, mais faire appel à des partenaires dont c'est le métier. Surtout pas, parce que surtout, à moins d'être franchement galériste et d'avoir une grande connaissance, et puis c'est très difficile d'acheter un tableau contemporain qui vaut plusieurs millions d'euros. Donc ça reste inaccessible, et c'est une façon comme ça d'aller vers une classe d'actifs qui est différente et qui peut avoir des rentabilités largement supérieures à 10% sur des délais relativement courts. Si on a des artistes tels que Warhol, Soulage, Fernand Léger ou autres, ce sont des tableaux qui se vendent à horizon 1 an à peu près. Quelle intégration dans une stratégie patrimoniale si on veut compléter sa stratégie patrimoniale avant la fin de l'année, par exemple, et se demander s'il n'y a pas encore quelques poches de diversification à aller chercher? C'est de la diversification, essentiellement. C'est clairement de la diversification, ça ne remplace... il convient toujours de le rappeler, c'est vraiment des produits qui viennent en complément de tous les investissements classiques, assurance vie, PER, etc. Donc vraiment faire très attention, avoir une poche limitée sur ce genre de produits. Fin d'année, pas forcément. Pas tout ce qui est viticole, forêt, oui, parce qu'on a une réduction d'impôt avant le 31 décembre, donc c'est maintenant. Pour l'art ou pour les cheptels bovins, laitiers, là, il n'y a pas de période particulière. On pourrait parler effectivement du cheptel bovin. Je crois que vous aimez bien. C'est grâce à vous que j'ai connu grâce à vous depuis quelques années ce type d'investissement que j'aime beaucoup. Là, c'est plus, je dirais, pas de la philanthropie puisqu'il y a du rendement, mais c'est vraiment soutenir le secteur agricole français laitier, puisque dans 3 ans, je crois qu'on va manquer de lait en France. On va devoir l'acheter, l'importer. D'accord. Donc, c'est soutenir aussi le renouvellement des générations. Et les clients, ils sont très sensibles. C'est plus presque un état d'esprit de soutenir, et c'est aussi quelque part soutenir la souveraineté alimentaire. On parle beaucoup de souveraineté sur la défense, mais c'est aussi la souveraineté alimentaire en France qui est particulièrement visée et qui est tout à fait intéressante. Dès lors qu'on propose ce genre d'investissement, ça plaît aux clients. Et j'en suis ravie, puisque financière de l'Aubrac, fille d'agriculteur... Ça fait sens. Ça fait plein sens pour moi, donc j'essaie de transmettre le message, et ce sont des gens extrêmement sérieux puisqu'ils le disent toujours. C'est quand même un métier qui existe depuis 50 ans. On parle d'élevage et patrimoine. On parle d'élevage et patrimoine avec Maï Marguerite. Merci Séverine Flotte de Pouzeul de nous avoir accompagnés dans la dernière partie de Smart Patrimoine. Je rappelle que vous êtes présidente de la financière de l'Aubrac. Merci beaucoup. Merci à vous de votre invitation, un plaisir à chaque fois. Merci beaucoup, et quant à nous, on se retrouve très vite sur Be Smart for Change.